Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo qui s'intitule Les alertes. Il s'agit bien sûr de la gestion avancée des alertes. On va essayer d'aller plus loin que là où on s'est arrêté lors de la première formation de ce cursus. Cette vidéo se déroulera de la façon suivante. On va donc voir les différents points clés de la gestion avancée des alertes. Ensuite, on va faire un atelier pour mettre en évidence tous ces points-là. Et enfin, je vous donnerai un lien utile qui permet de retracer, de revoir l'ensemble de ces points clés avec un peu plus de profondeur. La gestion avancée des alertes. Il s'agit de ces points clés. Tout d'abord, la production des alertes. Le process de génération d'alertes suite à un dysfonctionnement. On va également voir l'affichage des alertes. Où est-ce qu'on va chercher les alertes, comment les afficher, comment lire les principales informations données par cette alerte ou par ces alertes, les différentes sources de génération ou de production d'alertes, l'état de résolution des alertes. Une alerte, quand elle est générée, elle est dans un état et elle passe par un certain nombre d'états prédéfinis ou personnalisés par l'exploitant ou l'administrateur. La fermeture des alertes. Il s'agit de mettre l'alerte dans un état de résolution fermé. Ensuite, on va voir les tâches de diagnostic et de récupération. Ensuite, on va voir un certain nombre d'aspects de l'exploitation des alertes. Et enfin, je vous parlerai des bases de connaissances relatives à l'alerte. La production des alertes et le process de génération de l'alerte. Alors, ce schéma résume bien la situation. Ici, j'ai ma ressource managée par agent qui communique avec le serveur d'administration auquel elle est rattachée. L'agent envoie une pulsation toutes les minutes, c'est la durée configurée par défaut. Elle est bien sûr configurable et personnalisable. Une pulsation par minute. C'est comme ça que le serveur d'administration sait que son agent fonctionne bien. Le serveur d'administration, lui, peut tolérer 3 absences de pulsation. C'est-à-dire que si la première pulsation n'arrive pas, si ensuite la deuxième pulsation n'arrive pas, si la troisième pulsation n'arrive pas, là, 3 pulsations manquées et la configuration par défaut, c'est également paramétrable. Si au bout de la 4e pulsation, le serveur n'a plus aucune info, là, il se dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas et il génère une alerte pour dire que le service sur l'agent a un problème. Et il envoie un ping à son agent. Si le ping répond, il en déduit que le serveur, lui, est opérationnel, il est toujours présent sur le réseau, mais c'est uniquement le service qui est défaillant. En revanche, si le ping ne répond pas, il génère une deuxième alerte pour dire que la communication entre le serveur et l'agent est problématique, il y a un problème, et il génère une alerte. Au minimum, cette alerte-là, sinon si le ping ne répond pas, il génère une deuxième alerte. L'affichage des alertes. Les alertes actives, on va les chercher, on va les visualiser, les afficher dans l'espace de travail, monitoring ou analyse. Ici, on avait dit qu'il y a un certain nombre d'états de résolution de l'alerte. Quand une alerte est générée, elle est automatiquement dans un état nouveau. Toutes ces alertes, on les voit dans cet espace-là. Maintenant, quand on sélectionne une alerte, ici, on a des détails relatifs à l'alerte. Ici, j'ai le nom de la source qui a généré l'alerte. C'est ici, c'est un moniteur, c'est une analyse. La ressource sur laquelle, qui était à l'origine de cette alerte, c'est le nom du serveur ici. Ça, c'est la date et l'heure auquel, l'alerte a été générée. Et ici, j'ai une description de l'alerte. Les sources d'alerte sont au nombre de 2. Les règles et les moniteurs, les analyses. Il faut bien comprendre la différence entre ces deux sources-là, parce que c'est très très important
quant à l'exploitation justement des alertes, notamment quand il s'agit de fermer une alerte. Alors la principale différence entre les deux, d'abord les deux sont événementielles, c'est-à-dire qu'elles génèrent une alerte suite à un événement. Une règle génère une alerte suite à un événement. Et cette alerte-là restera donc dans un état nouveau dans les alertes actives, même si cet événement ne se reproduit pas. Alors que le moniteur ou l'analyse génère des alertes sur la base d'état, c'est-à-dire que la ressource, si elle est dans un état sain, après elle passe à un état critique. Là, l'analyse ou le moniteur génère une alerte. Une alerte est générée. Si par la suite le même serveur ou la même ressource repasse à un état sain, l'alerte est fermée. Donc cette alerte-là est fermée. Donc ça, c'est la principale différence. C'est que les moniteurs génèrent des alertes quand il y a un changement d'état, en général d'un état sain à un état critique, alors qu'une règle génère une alerte suite à un événement. Donc là, c'est bon à savoir, c'est même très très important. Donc les règles et les moniteurs sont les deux seules sources qui génèrent des alertes, et la différence entre les deux est notable. L'état de résolution d'alerte. Donc, on avait dit qu'une alerte, quand elle est générée, elle est dans un état nouveau. Et donc, on voit dans cette capture que l'état nouveau a un ID 0. Quand elle est fermée, elle a un ID de 255. Et tous les autres états, qu'ils soient prédéfinis, comme ici, ou personnalisés, c'est-à-dire créés par l'exploitant, doivent avoir donc un état entre 0 et 255. Donc tous ces états-là, soit ils sont prédéfinis, ou alors personnalisés. Donc personnalisés, c'est-à-dire créés donc par l'administrateur ou l'exploitant. Donc ces états-là, quel est l'intérêt donc d'avoir ces états-là, donc des états autres que nouveaux et fermés? C'est pour catégoriser donc les alertes, les taguer si je puis dire, pour les dispatcher en fonction donc des équipes ou des compétences des différentes équipes. Donc la fermeture des alertes. Fermeture d'alerte. Donc première façon de faire, c'est on va sur l'alerte, bouton droit, fermer l'alerte. On peut donc, dans le cadre de la configuration générale et globale, ici par exemple concernant les alertes et pour éviter que la base Operation Manager ne croisse de façon démesurée, on configure donc la fermeture ou la résolution d'alerte, ce qui a comme conséquence plutôt la suppression de ces alertes-là de la base opérationnelle. Donc par défaut, on a ces deux paramètres-là, c'est-à-dire que toutes les alertes actives, même si elles restent dans un état nouveau, elles vont être considérées comme résolues au bout de 30 jours. L'autre paramètre, c'est quand une alerte est générée, elle est dans un état nouveau, alors que la ressource qui était à l'origine de cette alerte reste dans un état sain pendant 7 jours. Là aussi, donc, l'alerte est considérée comme résolue pour que finalement ces alertes-là soient supprimées de la base opérationnelle. Alors, l'impact, comme on avait dit tout à l'heure, quand il s'agit d'une règle, donc il n'y a pas d'impact si l'alerte est fermée, ça n'a pas d'impact puisque donc l'alerte a été générée par un événement et tant que cet événement-là se produit, une alerte sera générée. Là où il y a un problème, c'est quand l'alerte est générée par une analyse ou un moniteur. Pourquoi? Parce qu'on avait dit que l'analyse se base sur l'état de l'agent qui a généré l'alerte. Donc si la ressource est dans un état sain, après elle passe à un état critique. Là, il y a une alerte qui est générée. Si moi je supprime cette alerte alors que la ressource est toujours dans un état critique, je n'ai plus aucune information sur l'état de la ressource parce que l'analyse ou le moniteur ne générera pas une autre alerte. Pour lui, donc, on est dans un état critique, l'état n'a pas changé, donc on ne génère pas d'alerte. Alors, les tâches de diagnostic et récupération. Quand on regarde la propriété de cette règle ou de ce moniteur, on a donc cet onglet-là, diagnostic et récupération. À quoi il sert? Donc,
justement, comme son nom l'indique, on peut donc définir une tâche de diagnostic et derrière, donc, une tâche de récupération. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Si je prends cette analyse-là, qui est donc l'état, qui me dit que l'état de l'agent donc est défaillant, que l'état est défaillant. C'est-à-dire que quand, par exemple, le serveur n'arrive plus à communiquer avec son agent, donc il génère cette alerte-là. Alors, nous, donc, dans notre tâche de diagnostic, on peut définir cette tâche et dire qu'on veut faire un ping sur la machine qui a généré, donc, le computer, donc la machine qui a généré cette alerte. C'est une tâche qui est exécutée automatiquement. Donc ça, c'est une tâche de diagnostic. Et en fonction du résultat de cette tâche, on peut donc définir l'action ou la tâche de récupération. Donc ici, donc, si par exemple le ping ne répond pas, on peut définir cette autre tâche, l'une de ces tâches-là, pour dire par exemple qu'on peut démarrer le service. Donc on peut donc activer et redémarrer le service, etc. Donc le ping, par exemple, ici, c'est le diagnostic. Et donc le redémarrage du service, c'est donc la tâche de récup. Alors l'exploitation des alertes, on va essayer de voir un certain nombre de choses, donc les vagues d'alerte. On va voir un petit peu ce que cela veut dire. L'explorateur d'intégrité et l'état de santé, ces deux points-là sont liés. Donc l'état de santé d'un agent, quand il est dans un état critique, donc on peut explorer donc cet état-là pour voir un petit peu l'élément qui a été à l'origine donc de cet état de santé. La maintenance, là, c'est quand on veut faire une opération de maintenance sur une ressource managée par agent, on met l'agent en état de maintenance pour éviter qu'une alerte soit générée. Les bases de connaissances, donc on a deux bases de connaissances ici, donc qui sont mises en évidence ici. D'abord, la base de connaissances du produit. Donc, cette base de connaissances est fournie par le développeur ou le créateur du management pack auquel appartiennent les règles et les analyses qui ont généré donc l'alerte. Donc ici, par exemple, on peut très bien voir qu'on a la description de l'alerte, l'état, etc. Donc tout ça, c'est prédéfini par le développeur, par le créateur donc de ces management packs. L'autre base de connaissances, c'est la base de connaissances de la compagnie, de la société. Et là, par contre, par défaut, il n'y a pas d'information. Ces bases doivent être alimentées par l'exploitant. Par exemple, si je sais pourquoi cette alerte a été générée, je peux donc alimenter cette base de telle sorte qu'à chaque fois que cette alerte est générée, donc ce que j'ai écrit dans cette base va être donc publié, va être mis en évidence pour les autres exploitants. Et ça permet donc de gagner en termes de temps et d'efficacité. Alors notre atelier, ce qu'on va voir, donc c'est les principales lignes, les principaux points qu'on a soulignés. D'abord la production d'alertes, l'affichage des alertes, donc les alertes actives, les détails d'alerte, etc. On va voir un petit peu quelques exemples d'alertes générées par l'une ou bien l'autre des sources de génération d'alerte. Les différents états de résolution d'alerte, on va même en créer certains. La fermeture d'alerte, on va voir un petit peu l'impact que ça peut avoir. Ici, on va faire un petit exemple pour la mise en évidence donc de ces deux tâches-là. L'exploitation des alertes, là aussi c'est pareil, on va voir l'explorateur d'intégrité, la maintenance d'agents et donc l'état de santé. Et enfin donc les bases de connaissances. C'est parti! On commence notre atelier par une présentation de l'environnement. Ensuite, on va voir donc le process de production d'alerte. Ensuite, on va voir les différents affichages des alertes. Ensuite, on va voir les deux sources de production ou de génération d'alerte. Ensuite, on va voir les différents états de résolution d'alerte, donc les états prédéfinis et on va en créer d'autres.
Ensuite, on va voir donc la fermeture, le process de fermeture d'alerte et l'impact que cela peut avoir. Ensuite, on va voir de façon concrète les tâches de diagnostic et de récupération. Ensuite, on va voir quelques aspects d'exploitation d'alerte. Et enfin, on va finir par mettre en évidence l'alimentation de la base de connaissances de la compagnie. Alors, tout d'abord, on va voir donc l'environnement, la présentation de l'environnement. On est donc avec notre environnement permanent. Ici, on a donc le contrôleur de domaine, donc du domaine de confiance. Ici, on a le contrôleur de domaine de l'autre domaine qui est donc non confiance. Le serveur de base de données, le serveur de passerelle, la ressource Linux. Ici, j'ai les deux serveurs d'administration, le RMS et le MS. Ici, j'ai une ressource se trouvant à l'extérieur du domaine de confiance. Ici, j'ai mon fameux routeur qui me permet d'aller sur Internet. Ici, j'ai mon serveur membre. Et ici, j'ai mes deux stations de travail. Une station Windows 8.1 que j'utilise notamment pour la présentation donc, de cet atelier. Et un poste Windows 7 que j'utilise pour la démonstration ou pour la mise en évidence de l'alimentation de la base de connaissances. Passons donc au point suivant, qui est la génération d'alerte. La génération d'alerte de pulsation. On est sur le serveur RMS, bien sûr. Et je vais donc prendre pour l'illustration deux serveurs. Le premier, ça va être le serveur membre. Donc le premier, je vais prendre ces deux serveurs-là pour l'illustration. Le premier, donc c'est le serveur membre, WinSRV, donc celui-là. Et le deuxième, c'est l'autre serveur qui n'est pas dans le domaine de confiance, comme celui-là. Donc je vais arrêter le service d'analyse ici, ce qui générera une alerte. Et je vais arrêter carrément ce serveur-là, et ça générera deux alertes. Une pour le dysfonctionnement ou la non-communication avec le service, et l'autre pour l'absence de réponse au ping envoyé par le serveur d'administration. C'est parti donc. On arrête donc cette ressource et on arrête le service sur l'autre ressource. Donc je suis bien sur scom-win-srv. Alors le service que j'arrête est celui-là. Donc je l'arrête. Je repars sur mon serveur RMS. Donc normalement au bout de 3 minutes, donc j'aurai mes 3 alertes. Donc en attendant que les 3 alertes soient générées, donc j'en ai déjà 2 concernant le serveur scom-nc-srv. Donc je vois que la première met en évidence la non-communication, le dysfonctionnement de communication entre le service, donc l'agent et son serveur d'administration. Donc on le voit ici dans la description. Donc ne communique pas. Voilà, donc j'ai l'autre qui vient d'arriver. Donc là j'ai mes trois alertes. Ici, donc si je fais un ping par exemple, donc je vois que le serveur répond donc au ping, ce qui explique le fait qu'il n'y ait qu'une seule alerte. Ici j'en ai deux, donc celle-là, la première c'est concerne le service, la deuxième concerne le ping, c'est-à-dire que c'est le test que fait le serveur d'administration en envoyant un ping à son agent. Voilà, donc c'est ce que je voulais mettre en évidence, donc la génération d'alerte de pulsation. On passe donc à l'autre point qui est donc l'affichage d'alerte. Tout d'abord, toutes les alertes sont générées ou du moins sont visualisées depuis cet endroit-là. Les alertes actives, toutes les alertes générées sont générées dans un état nouveau. Ça, c'est pour ce qui est donc des alertes actives. Maintenant, quand on sélectionne une alerte, on a les détails de l'alerte. Donc on peut déjà avoir un aperçu ici. Ici on peut voir par exemple là où l'alerte, l'agent qui est concerné par cette alerte ou qui était à l'origine de cette alerte, ici donc c'est le serveur scom-nc-srv. Ici on a donc la date et l'heure.
ici, on voit la source qui a permis ou qui a été à l'origine de la génération de cette alerte. C'est un point qu'on verra plus tard dans cette vidéo. Ici, c'est le monitor, donc c'est l'analyse. En français, on traduit ça par analyse, donc c'est l'analyse qui a été à l'origine de la génération de cette alerte. Et on peut avoir, bien sûr, ici, on a la description de l'alerte, etc. Donc, ce point-là, on l'a vu, donc c'est bon. Ce deuxième point aussi, l'affichage des alertes, on vient de le voir. Donc là, on part sur le point suivant, les différentes sources de génération d'alerte. On repart donc sur notre serveur RMS. Alors ici, on avait dit donc qu'il y a deux sources de génération d'alerte. On peut venir les voir ici. Ici donc, on a les règles et les monitors, donc les analyses. Ce sont ces deux éléments-là qui génèrent des alertes. Alors, je reviens sur mon monitoring. Les alertes générées ici ont été générées par des monitors, donc des analyses. On va d'abord générer une alerte donc à partir d'une règle, avant donc de parler de la principale différence entre donc les alertes générées par le monitor ou par la règle. Alors, j'ai créé en off une règle pour justement générer à la demande une alerte. On va dans le journal des événements. Donc, j'ai créé ce journal. Donc, j'ai aucun événement. Je vais sur mon PowerShell et j'ajoute donc un événement. Grâce à cette commande, voilà, donc j'ajoute dans le journal alform-app avec cette source-là, ce message-là, que je trouverai dans la description de l'événement, avec cet ID-là et avec ce type d'événement. Voilà, donc je vais regarder dans mon journal, un petit refresh. Voilà, donc j'ai mon événement. Une application Alform vient de cracher, 1, 2, 3, 2, 1, erreur, etc. Donc j'ai toutes les infos. Je vais vérifier. Alors, la règle, elle est là, donc je l'avais appelée Alform EventR pour règle. Donc elle s'applique à tous les ordinateurs Windows Server 2012 R2. Ces alertes-là sont créées par une analyse et cette alerte-là est créée par une règle. Voilà, donc ça c'est pour la génération d'alertes. C'est les deux sources qui génèrent des alertes SCOM. Maintenant, c'est quoi la différence? On ne doit pas supprimer les alertes relatives aux analyses. On va faire la démonstration tout de suite. Je prends par exemple, cette alerte me dit tout simplement que le service ne communique plus, ne permet plus à l'agent de communiquer avec son serveur. Si je la supprime, pour la supprimer, il suffit de la fermer. Donc moi je la vois plus. Donc n'importe quel exploitant, quand il regardera donc, ou quand il consultera les alertes, il ne verra pas cette alerte. Et il n'aura donc pas l'information selon laquelle le service est arrêté. Je vais donc vérifier que le service est toujours arrêté. Alors le service... Voilà, donc le service il est toujours arrêté, mais je n'ai plus cette information-là. Et j'ai supprimé l'alerte, la seule information que j'avais qui me disait ou qui m'alertait que le service était arrêté sur cet agent. Alors que pour une alerte générée par la règle, le fait de supprimer l'alerte n'a pas d'incidence. Donc ici, si je viens ici, je supprime cette alerte. Donc je ferme l'alerte, elle est supprimée. Ça n'a pas d'incidence dans la mesure où une règle génère une alerte suite à un événement. Et si cet événement est ponctuel, encore qu'on supprime la règle, ça n'a pas d'incidence. Et si ce même événement se reproduit, l'alerte est générée. Alors ce que je vais faire la même chose. Je vais encore écrire un deuxième événement dans le journal d'événements. Voilà, donc je vérifie. Si je fais ici, voilà, donc l'alerte arrive. Dès que l'événement se produit, l'alerte est générée. Là, ce que je vais faire, je vais démarrer le serveur
et ces deux alertes-là vont être supprimées de l'affichage. En d'autres termes, elles vont être fermées. Donc je repars sur mon hyperviseur, je reprends mon serveur et je le redémarre. Donc voilà, c'est déjà fait. On va quand même vérifier qu'elle vient d'être supprimée. Ici, j'avais sauvegardé une recherche sur toutes les alertes fermées. Donc voilà, je vois bien que les toutes dernières qui ont été fermées, c'est ces deux-là, tout simplement parce que je viens de démarrer ma ressource, mon serveur scope-nc-srv.arakim.net. Le point suivant concerne la fermeture d'alerte. Pour la fermer, soit je fais fermer l'alerte, ou alors je lui change son état de résolution. Donc ça revient au même. Si je fais ça, c'est pareil. Donc ça disparaît, puisque ici on voit toutes les alertes qui sont dans un état autre que fermé. C'est pour cette raison-là d'ailleurs que j'ai sauvegardé ma recherche, me permettant de voir toutes les alertes fermées. Ça, c'est pour ce qui est de la fermeture à la demande. Ceci étant, pour pas que les alertes dans un état nouveau restent indéfiniment donc affichées et dans la base opérationnelle, on a une configuration générale qui s'applique à toutes les alertes quand elles sont générées et qu'on trouve ici, donc par défaut, les alertes, la résolution automatique d'alerte. Donc c'est ces deux paramètres-là. Alors qu'est-ce qu'ils nous disent ces paramètres? C'est que une alerte qui reste dans un état nouveau au-delà de 30 jours est automatiquement résolue. Elle sera donc supprimée de la base opérationnelle. Ou alors, quand une ressource génère une alerte, ou l'agent sur une ressource génère une alerte, quand l'agent en question reste dans un état sain 7 jours après la génération de l'alerte est considérée comme résolue et elle est automatiquement résolue. Donc ces deux paramètres-là permettent donc de supprimer les alertes qui restent dans un état nouveau et cela permet, comme c'est dit ici, d'éviter la croissance démesurée de la base opérationnelle. Voilà ce qu'on peut dire en gros sur la fermeture d'alerte, que ce soit donc manuellement ou par le biais de cette configuration générale. Alors donc la différence entre l'état de résolution, donc je repars sur mon serveur RMS. Donc l'état de résolution, c'est ici d'ailleurs qu'on le voit. Par défaut, j'ai ces états-là. Donc on avait dit que l'état de départ quand une alerte est générée est l'état nouveau et qui est donc caractérisé par l'ID 0. L'autre extrême, c'est l'état fermé. Quand on ferme une alerte, et elle a un ID de 255. Ces états qu'on voit ici sont des états prédéfinis. Ils ont été créés lors de l'installation de Scope et je peux en créer d'autres. Si on voit déjà, on remarque que tous les autres ID sont compris entre 0 et 255. Si j'en crée un autre, et je définis un état de résolution archi. Donc on avait dit que ces états-là permettent de mieux dispatcher les alertes en fonction des compétences et des équipes. Et ça permettra bien sûr de gérer la solution SCOM de la façon la plus efficace qui soit. Donc ça c'est pour les états de résolution. Donc là j'ai fermé toutes mes alertes. Donc je peux prendre par exemple une des alertes ici que j'ai fermée, la toute dernière, celle-là par exemple, et je peux changer son état de résolution. Je la mets sur archi, donc elle disparaît ici et elle réapparaît là. Un petit refresh. Voilà, donc là je vois maintenant qu'elle est pas
dans un état de résolution nouveau, mais archi. Je peux donc, par le biais de ce paramètre-là, qui est donc l'état de résolution de l'alerte, catégoriser les alertes et pour mieux les dispatcher. Alors, il nous reste ces trois derniers points. D'abord, les tâches de diagnostic et de récupération, l'exploitation des alertes et la base de connaissances de la compagnie. Alors, c'est celui-là. Je prends donc le service monitoring et je l'arrête. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'une alerte va être générée. Mais par défaut, il n'y a pas de tâche de récupération, c'est-à-dire une action automatique suite à l'échec de la communication. Nous, ce qu'on va faire, et ce que je vous propose de faire, c'est qu'on va définir une tâche de récupération qui va démarrer automatiquement le service en cas d'échec, c'est-à-dire quand la communication est rompue, mais quand le ping se fait avec succès. Alors, le serveur RMS va tenter de redémarrer le service monitoring sur la ressource pour donc rétablir la communication avec son agent. Voilà, donc la communication est rompue entre le serveur RMS et son agent. Ici, l'alerte est générée par cette analyse-là ou ce monitor-là. Et donc, c'est cet onglet-là qui nous intéresse. Comme tâche de diagnostic, donc on a ces deux éléments-là. C'est-à-dire qu'il check d'abord l'état du service et après il envoie un ping. Et si les deux se font, c'est-à-dire que si le service ne répond pas, il génère une alerte, si le ping ne répond pas, il génère une deuxième alerte. Et ici, par défaut, il n'y a aucune tâche de récupération. Donc ce que je vous propose, c'est ici, donc on voit bien qu'il n'y a rien de fait, on va essayer donc de configurer ça de façon automatique. Donc, où est-ce qu'on fait ça? On le fait ici, dans cet onglet de remplacement. Et je dis que je veux remplacer pour cet objet-là. Donc, je vais prendre seulement ce serveur, qui est donc ce serveur-là. Donc, ici, je vois que ce remplacement, ou du moins cette exécution automatique d'une tâche de récupération n'est pas activée. Je l'active. Je la mets sur vrai. Et j'enregistre tout ça dans mon management pack qui est mp alform test. Voilà, donc la valeur effective maintenant, c'est ça. Je dis OK. Voilà, donc le paramètre de remplacement, redémarrer le service. Voilà, donc on voit bien qu'il a démarré le service. Et je vérifie bien que donc l'alerte a été fermée automatiquement. Voilà, donc ça c'est pour ce qui est des tâches de diagnostic et de récupération. Donc ça c'est fait. On passe donc à l'exploitation des alertes. Alors on part sur notre serveur RMS. L'exploitation des alertes. Donc qu'est-ce qu'on va voir ici? On va voir quatre choses. On va voir donc les vagues d'alerte, l'état de santé d'un agent, l'explorateur d'intégrité et la maintenance. Alors, tout d'abord, on va commencer par la maintenance. Par exemple, je vais prendre la D. Donc, mettons que je vais faire une opération sur le contrôleur de domaine. Alors, je définis, je le mets en mode maintenance. Donc ici, je peux expliquer le type d'opération de maintenance que je veux faire. Je peux ajouter un commentaire.
Je peux définir donc un planning, donc un intervalle de temps pendant lequel cette ressource sera en mode maintenance et sortira de ce mode de façon automatique. Donc je définis un planning pendant lequel donc la ressource sera en mode maintenance et elle sortira à l'issue de ce planning-là. Alors je vais maintenant aller sur ce serveur-là. Et je vais arrêter le service monitoring et valider bien qu'une alerte ne sera pas générée. Donc j'arrête le service. Et là donc l'information sera remontée. Elle a déjà été remontée au serveur comme quoi l'agent est en mode maintenance et une alerte ne sera pas générée. D'accord, donc il est en mode maintenance. Et là on va partir sur autre chose. Donc les vagues d'alerte. Les vagues d'alerte, au fait, quand il y a un changement donc non négligeable au sein de la solution SCOM, quand il y a un déploiement ou une importation de management pack, etc., cela génère un très très grand nombre d'alertes. Et des fois, ça peut donc, on peut passer à côté d'un dysfonctionnement suite à cette grande vague d'alertes. Donc, pour rapidement voir un petit peu ces alertes-là quand elles sont en très grand nombre et pour être sûr de la cohérence de la chose, il n'y a pas d'irrégularité ou de dysfonctionnement, on peut tout simplement, sans faire beaucoup d'efforts, partir sur deux rapports. C'est dans ici, là, dans Microsoft Generic Report Library, donc les rapports de la bibliothèque Microsoft, et les deux rapports, c'est ces deux-là qui permettent donc d'avoir une idée sur les différentes activités de la solution SCOM. D'abord, les alertes. On peut donc prendre un intervalle de temps. Je peux dire par exemple, ce mois-là, depuis le premier jour jusqu'à aujourd'hui, je génère toutes les alertes relatives à tous ces management packs. Donc je lance là l'exécution du rapport. Donc ici, j'ai tous les détails. De 1 jusqu'à 9, j'ai le résumé ici. Ça me dit ce que c'est comme alerte. Je regarde, je vois bien que c'est des alertes, que c'est assez régulier. C'est mes alertes que je reconnais ici, par exemple. Donc ça, c'est pour ce qui est des alertes. On peut faire la même chose sur la base d'événements. Alors, je lance l'exécution du rapport. Je peux faire pareil. Donc, je prends le premier jour du mois jusqu'à aujourd'hui. Et là, je peux ajouter, par exemple, tous mes groupes Alform. Et je garde donc tout ça par défaut. Et je lance l'exécution. Là aussi, c'est pareil. Je vais avoir un certain nombre de détails qui me permettent de voir donc de plus près l'ensemble de l'activité et voir si on n'est pas passé à côté d'une irrégularité ou un dysfonctionnement. Donc là, on voit déjà que le serveur nous dit que cette ressource-là n'est plus surveillée. Et bien sûr, il n'y aura pas d'alerte relative à cette ressource-là. On va supposer donc que la maintenance a été faite, que le serveur a été remonté et on arrête donc le mode maintenance. Donc j'arrête le mode maintenance. Voilà. Donc la ressource va être surveillée. Le serveur va se rendre compte qu'il ne peut pas communiquer avec son agent et il générera une alerte similaire à celle qu'on a vue pour le serveur membre.
En attendant qu'il génère cette alerte-là, on va donc poursuivre avec les deux autres points, donc l'état de santé d'un agent et l'explorateur d'intégrité. Donc l'explorateur d'intégrité, c'est cet outil-là. Normalement, on va enlever ça pour avoir tous les détails. Donc ça, c'est toutes les dépendances qu'on a. Et donc, je suis dans un état sain. Ce qu'il faut comprendre, et on l'a déjà souligné, c'est que dans le cadre de cette dépendance, s'il y a un seul élément, par défaut, hein, s'il y a un seul élément qui est dans un état critique, la résultante, l'ensemble, est également dans un état critique. Donc cet explorateur a l'avantage de montrer un petit peu toutes ces dépendances-là, tous ces éléments-là, et pour chaque élément, j'ai ici un résumé, les causes et la résolution, donc de comment je peux faire. Ici, j'ai un certain nombre de menus, donc je peux réinitialiser l'état de santé, je peux recalculer l'état de santé quand il y a un changement, etc. Donc ça, c'est pour ce qui est de l'explorateur, c'est un outil quand même très puissant, puisqu'il permet de voir ce qui cause exactement donc cet état-là, et donc m'aide à résoudre le problème. Maintenant, l'état de santé, donc un agent, il a deux états. C'est un état sain ou un état critique. Et bien sûr, il y a un état, ça c'est pas vraiment tellement un état, c'est quand il n'est pas monitoré, quand il n'est pas surveillé, il est dans cet état-là, donc on peut pas avoir d'informations. Mais quand il est dans un état sain, ça veut dire qu'il n'y a pas de problème au niveau d'aucune dépendance. Et quand il est dans un état critique, ça veut dire qu'il y a au moins une dépendance, un élément, un composant qui est dans un état critique, et ça génère donc l'état critique global de l'agent. Voilà, donc là, maintenant qu'on est sorti du mode maintenance, le serveur génère cette alerte-là pour dire que tout simplement, donc le service ne communique pas avec son serveur. Donc voilà ce qu'on peut dire de l'exploitation des alertes. On va passer donc au dernier point de cet atelier, qui est donc l'alimentation de la base de connaissances de la compagnie. Alors, pour la base de connaissances de la compagnie, donc c'est une base de connaissances qu'on peut alimenter et mettre à dispo des autres exploitants pour une optimisation et une meilleure gestion de la solution SCOM. On va prendre par exemple cette alerte-là, qui est générée par cette analyse-là, ce monitor-là. Donc ici, je vois que j'ai un certain nombre d'onglets, dont celui-là, qui est donc compagnie knowledge, donc la base de connaissances de la compagnie. Alors, l'idée ou la procédure est la suivante. Donc, on choisit un management pack pour donc centraliser l'ensemble des connaissances dans ce management pack pour plus tard le sauvegarder et le réutiliser. Donc là, je suis confronté à ce message qui me dit que j'ai pas ce composant. Alors, pour vous faire l'économie de tous ces détails, la chose est assez fastidieuse. Il faut un certain nombre de conditions à satisfaire pour pouvoir donc utiliser et exploiter la base de connaissances. Donc, il faut déjà utiliser un système d'exploitation 32 bits. Il faut installer un certain nombre de composants que je vais vous montrer avant de pouvoir faire ça. Donc là, je sors d'ici. Et je vais sur mon autre station de travail, 32 bits, sur laquelle donc j'ai installé l'ensemble des éléments. Alors, donc c'est cette station-là. Donc c'est une station 32 bits, Windows 7 Professionnel Service Pack 1, c'est une station 32 bits. Ça c'est la première contrainte. La deuxième, il faut utiliser Office 2007 ou 2010. Mais si on utilise les versions 2010, il faut que ce soit des versions standard édition. Donc moi, j'utilise parce qu'on aura besoin de Word, donc j'ai utilisé Word 2007. Donc on trouve ici, et après donc il faut installer un certain nombre de composants que j'ai mis ici.
Donc d'abord, puisque c'est une station 7, j'ai installé donc le .NET Framework 4.5 pour la version 32 bits et j'ai installé donc ce composant-là qu'on trouve ici, le Microsoft Visual Studio 2010 Tools pour Office, donc le runtime. Et il y a aussi, voilà, donc la version x86, Office 2007, le .NET, et bien sûr, j'ai installé la console avec les prérequis et le Visual Studio 2005. Donc tout ça, il faut installer, donc pour la base de connaissances, il faut installer Visual Studio 2005, Office 2007, le Microsoft Visual Studio 2010, et il faut être donc dans un environnement 32 bits, donc Windows 7 ou supérieur. Donc à partir du moment où on a fait ça, donc je lance la console. Ici, je repars sur mon élément qui est là. Et donc mon moniteur, mon analyse. Je repars toujours sur mon composant ici. Je choisis mon management pack. Et là, par contre, on voit bien qu'il lance Word. Et il faut donc que j'alimente, tout simplement. Donc je peux dire ici, par exemple, arrêt du service. Alors la résolution, c'est redémarrer le service. Ici, je peux dire que pour une source d'information externe, donc TechNet, donc voilà, donc je peux ajouter ici. Voilà, donc une fois que j'ai fait ça, je sauvegarde, je repars ici, donc je trouve tout ce que j'avais alimenté. Une fois que j'ai fait ça, donc je sauvegarde. Donc ce qui va se passer, c'est que pour cette analyse-là, ce monitor, à chaque fois qu'une alerte sera générée par son biais, on aura dans la base de connaissances donc ces informations-là. Je repars sur mon serveur RMS. Donc là, si je regarde maintenant ici, donc je trouve les informations, alors même avec cette erreur-là. Donc je retrouve mes informations que j'ai entrées donc dans la base de connaissances. Là, on voit bien que je les revois ici, mon management pack, etc. Je ne peux pas le faire ici parce que j'ai pas cet outil-là. Et donc si je prends, donc là pour le DC, je démarre ce service-là. Et je prends par exemple ce serveur. Donc en attendant que l'alerte soit générée pour vérifier que j'ai l'information dans ma base de connaissances. Voilà, donc la communication est rompue. Une alerte va donc être générée. Voilà. Alors je regarde. Et donc là, j'ai bien donc les informations que j'ai entrées. Et par conséquent, donc n'importe quel exploitant qui visualisera cette alerte-là aura connaissance de ces informations-là. Voilà, donc cet atelier est maintenant terminé. On va reprendre la suite de la présentation. Les liens utiles, donc je vous propose ces 3 liens. D'abord, le premier qui nous parle donc, qui retrace l'essentiel des points qu'on a donc abordés lors de cette vidéo, donc la gestion des alertes. On voit ici par exemple la résolution des alertes de pulsation,
le process de production d'alerte, les différents affichages d'alerte, l'impact de la fermeture d'une alerte et comment fermer une alerte, l'utilisation de l'explorateur d'intégrité, la recherche des vagues d'alerte, tâches de diagnostic et de récupération, etc. On a également donc bien sûr des liens vers d'autres ressources supplémentaires. Le deuxième lien parle plus particulièrement donc de l'alimentation de la base de connaissances de la compagnie. Donc ici, on voit par exemple qu'il faut utiliser un management pack dédié donc à la base de connaissances pour pouvoir le sauvegarder après. On est obligé d'utiliser donc une version 32 bits du système d'exploitation. On est également obligé d'utiliser une version 32 bits de Word. Il faut installer donc les différents composants comme Visual Studio 2005, Visual Studio 2010 Tool Runtime. Et ici, on a la procédure d'installation, ou du moins de l'édition de la base de connaissances de la compagnie, une fois qu'on a donc satisfait tous les prérequis. Voilà donc. Et le troisième lien, c'est un lien que j'ai trouvé, c'est un blog que je trouve particulièrement intéressant, qui parle toujours donc de comment éditer une base de connaissances. Donc en plus des prérequis dont on a parlé tout à l'heure, il faut donc installer les deux outils, donc Visual Studio 2005 et 2010. Ici, il faut remplacer donc ces deux fichiers, donc .dot, knowledge.dot et le fichier console, qui sont dans ces chemins-là, qui sont listés. Ces deux fichiers, on peut les trouver donc dans ce lien-là, donc les télécharger. Donc en plus bien sûr de l'installation donc de la console d'opération sur cette station de travail et bien sûr avec les prérequis de cette console. C'est ce qu'on peut dire donc à travers ces trois liens. Ce qu'on a couvert lors de cette vidéo, donc c'est les principaux points clés ici, donc la production des alertes, notamment les alertes de pulsation, l'affichage des alertes, donc les alertes actives ainsi que les détails d'alerte, les différentes sources de production d'alerte, donc les règles et les analyses ou les moniteurs, l'état de résolution d'alerte, donc l'état nouveau et l'état fermé, avec un certain nombre d'états de résolution prédéfinis. On en a même créé un d'état qui est donc l'état archi. La fermeture d'alerte, donc la fermeture à la demande ponctuelle ou la configuration de résolution automatique des alertes. Tout ça donc pour éviter une croissance démesurée de la base opérationnelle. Les tâches de diagnostic et de récupération, donc on est parti sur un exemple concret pour voir comment on peut donc exécuter une tâche de récupération ou de reprise du service. L'exploitation des alertes, donc on a vu notamment donc la mise en mode maintenance et l'explorateur d'intégrité d'agents ou d'alerte. Et enfin, on a vu donc l'alimentation de la base de connaissances de la compagnie. Et on a donc alimenté une base de connaissances. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir suivie et vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.